Parfait. Euh, merci beaucoup Violaine. Donc voilà, je voulais juste préciser avant de commencer que dans le cadre de mon mémoire, je me suis intéressée donc surtout à l'action collective, à l'espace urbain, à la participation citoyenne et que je suis aussi assistante de recherche de Christian Jeté dans le cadre donc d'une recherche sur la transition socio-écologique dans le développement des communautés territoriales. On s'est penché aussi sur l'écoquartier Louvain. Et donc, je voulais juste le préciser parce que ça a fait en sorte que j'avais aussi, dans le cadre de cette recherche-là, rencontré des acteurs impliqués dans l'écoquartier, mais c'était plus des acteurs municipaux ou de la table de concertation Solidarité Annecy. Et par contre, dans le cadre de ce mémoire-ci, j'ai voulu comprendre plus le point de vue des citoyens et citoyennes. Donc voilà, mais ça a quand même teinté un peu cette recherche. Je voulais juste aussi remercier rapidement le Crash de permettre cet espace de présentation et Isabelle pour l'organisation. Puis, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire, de remercier Louis Gaudreau et Christian Jeté, qui sont respectivement mes directeurs et co-directeurs pour m'avoir accompagnée durant ces 3 années de maîtrise. Voilà, votre aide est vraiment précieuse. Et surtout, je voulais remercier les participants et participantes à cette recherche. J'ai choisi de l'aborder avec une approche plus critique. Mais voilà, je voulais dire que l'implication des citoyens et citoyennes à plusieurs niveaux, donc soit auprès de leurs voisins, voisines, dans leur communauté et plus précisément au sein de l'écoquartier, m'a vraiment impressionnée en fait. Euh, j'ai choisi de faire ce projet de mémoire à la fin de la pandémie. Et je pense que j'avais besoin d'un projet, c'est ça, de me pencher plus sur des démarches collectives qui étaient localement situées et bon, qui donnent espoir d'un avenir meilleur. Et j'ai vraiment trouvé ça dans le projet d'Écoquartier Louvain, ce que je trouve vraiment, enfin, qui est un projet que je trouve vraiment encourageant. Juste avant de commencer aussi, je voulais préciser que les entrevues, elles ont eu lieu entre mai 2023 et décembre 2023, début 2024. Donc, depuis, il y a eu plusieurs avancées que je vais peut-être préciser si on a le temps, mais qui ne sont pas prises en compte dans la présentation des résultats. Elles vont peut-être être ajoutées par la suite dans mon mémoire, mais bon, je vais voir. Et aussi que j'allais pas rentrer dans les précisions de l'historique du développement du projet Louvain parce que on n'a pas beaucoup de temps et ces informations, elles sont assez faciles à trouver. Notamment, donc on peut trouver l'historique sur le site du TIES, sur le site de Solidarité Annecy, sur le site aussi de la Société de développement écoquartier Louvain et de la ville de Montréal. Donc voilà, si vous avez des questions, on pourra y revenir, mais sinon les informations sont assez accessibles par rapport à ça. Donc sans plus attendre, on va commencer. Mon mémoire s'intitule La participation des citoyens et citoyennes dans la ville, le cadre du partenariat dans le développement de l'écoquartier Louvain. Donc, l'écoquartier Louvain, c'est un projet qui se développe dans Annecy, donc dans l'arrondissement Annecy-Quartier-Ville. Euh, j'ai choisi plus de me pencher sur le quartier Annecy parce que c'est le quartier qui est desservi par la table de concertation intersectorielle et multiréseau Solidarité Annecy et qui dessert principalement donc le quartier Annecy. Donc les données sont issues, enfin les données que j'ai trouvées, c'était plus sur le quartier, mais évidemment, bon, tout le territoire montréalais sera aussi pris en compte. On va en parler par la suite. Donc là, vous avez un aperçu du site du futur écoquartier Louvain, qui n'est pas encore construit, qui est un site qui appartient à la ville de Montréal, donc qui est une propriété publique et qui se situe entre les rails du Canadien National, l'avenue Christophe Colomb, la rue Louvain-Est et la rue Saint-Hubert. Et donc, c'est sur le site d'une ancienne fourrière municipale. On voit ici le boisé qui existe en ce moment, qui va être préservé pour l'écoquartier Louvain. Hop, hein. Donc, la description rapidement du projet Louvain, c'est plus de 1000 logements abordables, dont 50% sociaux et communautaires, le déménagement de Solidarité Annecy dans l'écoquartier, un projet d'agriculture urbaine avec des jardins communautaires, une serre,
donc qui va de la production à la consommation, en passant par la distribution des aliments, des commerces de proximité, une gestion écologique des déchets, des infrastructures écologiques avec un écoulement des eaux pluvieuses, etc. La préservation donc, du boisé et des espaces verts. On parle aussi d'y implanter une école, un CPE, une bibliothèque. Et surtout, ce qui est important de préciser, c'est que ça va devenir une fiducie d'utilité sociale, donc d'une propriété municipale à une propriété collective. Et pour définir rapidement, la fiducie d'utilité sociale, c'est un statut juridique qui va être apposé à l'écoquartier où la fiducie détient les sols, en fait. Elle est gestionnaire des lieux et on y associe le site à une vocation pérenne. Donc, ça implique de soustraire le terrain du marché foncier et ça garantit, et là je cite le TIES, l'abordabilité et la pérennité du parc immobilier. Donc, ça veut dire que grâce à la fiducie d'utilité sociale, les logements ne seront pas sujets à la spéculation. Et la fiducie devient gardienne de la mission du site et elle est gérée par des fiduciaires. Et donc, ouais. Donc ça, c'est une idée un peu de ce que pourrait devenir l'écoquartier. C'est une image que j'ai prise de 2020, donc peut-être que depuis, ça a un peu changé. Mais voilà, c'est pour nous donner un peu une idée de ce que ça pourrait devenir. Oh, pardon. Excusez. Ok. Et donc là, ce qu'on voit, c'est l'organigramme du bureau de projet partagé qui a été mis en place en 2019. Et donc, c'est une gouvernance partagée qui regroupe la ville de Montréal, l'arrondissement Annecy-Cartierville et un comité de pilotage. Le comité de pilotage, il est composé de citoyens bénévoles et de membres représentants de Solidarité Annecy. C'est-à-dire qu'au début, c'était Solidarité Annecy, donc la table de quartier qui s'était intéressée au site, entre autres, à travers le chantier habitation à Annecy pour y développer des logements sociaux. Et finalement, elle a laissé petit à petit sa place au comité de pilotage qui a pris le relais pour, c'est ça, travailler en partenariat avec la ville et l'arrondissement. Ça, je vais passer parce que sinon, je pense qu'on ne va pas avoir assez de temps. Et voilà, de là, j'ai développé donc ma question de recherche qui est quelle est la place des citoyens et citoyennes dans le cadre du projet de développement Louvain? Et les objectifs poursuivis, donc, c'est d'explorer les motifs qui ont amené les acteurs de la société civile à s'impliquer pour se réapproprier la ville, connaître leurs expériences de partenariat, comprendre si des inégalités affectent leur participation et contribuer, si possible, à la réflexion critique qui existe sur les démarches de développement local. Donc, ma méthodologie, la méthodologie que j'ai choisie, c'est une recherche qualitative avec une approche plus critique. J'ai décidé de faire une étude de cas sur l'écoquartier Louvain avec une revue de la documentation et des entretiens, donc 9 entretiens en tout, 7 entretiens avec des citoyens et citoyennes et 2 entretiens avec des intervenants et intervenantes. Les critères de sélection, ils étaient très simples, c'était de s'être présenté à au moins 2 rencontres au sujet de l'écoquartier pour pas exclure des personnes qui auraient voulu, qui ont souhaité s'impliquer, mais finalement ont arrêté de s'impliquer. C'est ça, ça m'intéressait aussi d'avoir l'opinion de ces personnes-là qui n'avaient pas pu ou pas voulu plus s'impliquer en fait. Pardon. Le cadre conceptuel que j'ai choisi, c'est donc le concept du droit à la ville qui a été développé par Henri Lefebvre, repris par plusieurs auteurs, dont Harvey, qui définit donc le droit à la ville comme un droit qui ne se réduit pas à un droit d'accès individuel aux ressources incarnées par la ville. C'est un droit à nous changer nous-mêmes en changeant la ville de façon à le rendre plus conforme à notre désir le plus cher. Mais c'est en outre un droit collectif plus qu'individuel, puisque pour changer la ville, il faut nécessairement exercer un pouvoir collectif sur les processus d'urbanisation. Et donc, c'est ça, la théorie qui est développée par Lefebvre, elle nous permet de nous concentrer sur la ville comme un espace dynamique, en fait, pour appréhender les tensions qui sont propres à l'espace urbain. Et dans sa théorie sur le droit à la ville, Henri Lefebvre nous invite à remettre la centralité au cœur de l'urbain. Et donc la centralité, c'est l'espace
tant social que urbain, qui rassemble tous les habitants et habitantes de la ville. Et c'est un concept qui se pose en fait à l'exclusion de certaines classes sociales et groupes d'individus à pouvoir façonner la ville, en fait. Donc, c'est vraiment la participation, ça implique la participation et l'appropriation des citoyens et citoyennes dans la ville, de tous les habitants. Et j'ai choisi aussi de me pencher sur la notion d'espace public développée par Fraser, où en fait, un espace public égal et juste pour elle, c'est un espace qui permet la participation de tous les citoyens et les citoyennes, qui est ouvert à tous et qui favorise aussi donc la multiplicité des espaces publics, l'expression des intérêts privés et surtout, et intérêts privés au sens les intérêts que chaque individu souhaite, euh, les intérêts qu'ont chaque individu dans l'espace public et surtout de prendre tous les citoyens et excusez, est-ce que c'est possible de... Ok, j'entends du bruit à côté, mais Euh, Oui, Karina, il faudrait que tu fermes ton micro, s'il te plaît. Ah, excusez. Pas de trouble. et surtout, donc la notion d'espace public aussi, elle implique, qui a été développée, donc la notion de parité de participation qui a été développée par Fraser, elle implique aussi le fait que tous les citoyens et citoyennes puissent participer aux prises de décision, en fait, dans l'espace public. Et donc voilà, ça permet de mettre en lumière les inégalités aussi qui se jouent dans cet espace public. Donc, je vais tout de suite passer aux résultats. Je me suis dit que c'était ça qui pouvait le plus nous intéresser. Donc, les premiers résultats qui sont apparus donc, sur le profil sociodémographique des participants et participantes. J'ai interrogé donc 3 hommes et 6 femmes qui ont des niveaux d'études et des trajectoires professionnelles variées, c'est-à-dire que il y avait autant de personnes qui étaient à la retraite, des personnes qui ont fait des études universitaires ou pas, des personnes qui travaillent dans la fonction publique, des personnes qui sont sur l'aide sociale. Donc, c'est ça, ça dépendait un peu des citoyens et citoyennes que j'avais interrogés. Il y a 3 citoyens qui résident dans un logement social, donc soit une coopérative ou un HLM, et un citoyen qui est locataire. Les autres étaient propriétaires et pour les intervenants, je ne sais pas, je ne leur ai pas demandé. Et ils et elles résident tous dans Annecy, sauf une personne qui réside proche du quartier et qui, pour des raisons personnelles, fréquente souvent Annecy. Et en fait, je le précise parce que ça a été, ce que j'ai compris, c'est que c'était vraiment un levier d'implication. C'est-à-dire qu'un habitant proche de cet écoquartier, ça va motiver les citoyens et citoyennes à s'impliquer. Et justement, comme le disait cette personne, c'est un quartier que moi j'habite dans ce quartier, ça fait 36 ans. Fait que c'est un quartier qui m'intéresse beaucoup, c'est un quartier que je vais pas changer. Et j'aimerais bien aussi, est-ce que si je suis impliquée, est-ce que j'aurais une possibilité aussi d'être dans cet écoquartier? Je reste, mais j'améliore aussi, comment dire, mon habitat. Donc c'est l'idée de pouvoir potentiellement y vivre ou en tout cas fréquenter l'écoquartier parce que on reste dans son quartier auquel on a toujours vécu, dans lequel on a toujours vécu, pardon. Puis, ce qui est ressorti dans mes entrevues, et ça, je m'y attendais pas, en fait, ce qui était peut-être un peu naïf de ma part, mais les questions portaient essentiellement sur leur participation dans les rencontres autour de l'écoquartier Louvain. Et ce qui est ressorti, en fait, beaucoup, avant même qu'on parle de leur participation, c'est le contexte urbain dans lequel ils résident. Donc, autant le contexte annecycois. Et là, on m'a décrit le quartier Annecy comme étant un quartier entre la ville et la banlieue. Donc, comme cette personne qui disait les gens souhaitent avoir dans leur lotissement une vie paisible, de quartier, un peu banlieusarde, là où les enfants ont un petit parc, où on se sent en sécurité de faire du petit vélo avec nos enfants, où on aimerait que les gens puissent traverser la rue sans se faire frapper. Donc voilà, c'est un quartier, souvent, on voit que c'est desservi quand même par 3 stations de métro. Les citoyens, les résidents me disaient, eux, qu'au contraire, ils trouvaient que c'était difficile d'avoir accès
au transport en commun, qu'ils mettaient parfois presque 20 minutes à trouver une station de métro proche de chez eux, que les passages des bus étaient vraiment assez sporadiques, et donc que voilà, la culture de l'automobile est quand même encore, enfin domine encore dans le quartier Annecy. On m'a parlé aussi d'une division assez nette quand même dans plusieurs entrevues entre les citoyens qui appartiennent à des couches moyennes ou aisées et les citoyens plus de milieux défavorisés. Et il y a cette citation assez frappante d'une personne qui disait parce qu'à Annecy, j'ai l'impression que tu as trois quartiers. Tu as le pauvre, petit problème de drogue, d'alcool, des sans-abri. Après ça, tu as le moyen. Et là, tu as les riches. Puis, ben, tu sais, j'en veux pas dans ma cour. Donc, voilà que cette personne qui habite le domaine Saint-Sulpice n'en veut pas dans sa cour, n'en veut même pas de coop. Et souvent, on m'a mentionné, sans trop s'y attarder, les citoyens et citoyennes du domaine Saint-Sulpice, soit pour décrire des personnes qui étaient très impliquées dans le quartier. Donc, des personnes, parce qu'il faut savoir que le domaine Saint-Sulpice, c'est un sous-quartier donc de Annecy qui historiquement euh, a développé beaucoup de projets de coopératives de logement. Donc souvent, on parlait de ces personnes soit pour parler de personnes qui étaient très impliquées, mais qui avaient quand même une grosse influence dans, dans Annecy, dans le quartier, soit pour me parler de personnes plutôt aisées et qui veulent pas qu'il y ait de logements sociaux qui soient construits proches de chez eux. Et ce qui est ressorti aussi de manière plus frappante, c'était les discriminations qui étaient vécues par les résidents et résidentes des HLM. Et ça, j'y ai eu accès grâce à, donc, au fait que j'ai interrogé un intervenant, une intervenante des HLM et une personne qui réside dans les HLM et qui m'ont décrit tous les deux, c'est ça, différentes discriminations, notamment donc, c'est ça, que les HLM sont associés à des représentations négatives dans le quartier, qu'il y a des discriminations des jeunes à l'emploi en lien avec leur code postal. Donc, quand on voit qu'ils viennent, que leur code postal est associé au HLM, il y avait plus de discrimination à l'emploi. On m'a parlé, et ça, c'est d'autres citoyens qui m'ont parlé, que les citoyens du quartier Saint-Sulpice n'avaient pas voulu, par exemple, que leurs enfants aillent dans les mêmes camps de jour que les enfants des HLM. Donc voilà, et donc de ce que j'ai compris, à partir de là, les résidents des HLM vont avoir tendance à plus, ils vont se mobiliser, mais plus auprès de leurs voisins et voisines, et peut-être moins dans le quartier. Donc ça, je tenais à le préciser. Et l'autre, pardon. Et l'autre contexte urbain auquel je voulais me pencher, c'était ce qui est vraiment ressorti aussi, et là qui est plus large, qui concerne donc Montréal en général, c'était autour de la crise du logement. Donc la crainte de voir le prix des loyers augmenter. Il y avait cette locataire qui me disait, je peux accepter une certaine marge de loyer, mais je veux pas que ça dépasse mon budget. Si je dépasse mon budget, moi je suis dans la rue, point. Donc on voit qu'il y a des préoccupations, même si plusieurs des citoyens interrogés avaient leur logement assuré par le fait de vivre en coopérative ou en HLM ou d'avoir une propriété. Plusieurs me mentionnaient que ils sentaient qu'ils ne pouvaient pas déménager dans ce contexte-là, que c'était déjà assez compliqué de subvenir à leurs besoins alimentaires et pour se vêtir, par exemple. Et donc, voilà, ils font ils voient bien et ça impacte leur vie, disons, leur qualité de vie. Ils voient bien que les loyers ont des coûts très élevés et ne cessent d'augmenter, que les logements abordables aussi, et ça plusieurs me l'ont mentionné, sont pas une alternative aux logements sociaux pour eux. Et notamment, il y avait cette personne qui me disait le logement abordable, entre guillemets. Parce que, tu sais, quand on parle de abordable et j'ai un appartement abordable, toi, ton revenu, tu vas te dire, OK, un 4,5, 500, $600, quoi. Ah non, c'est 1 200. Ça, c'est abordable aujourd'hui. Donc voilà, le fait que aussi il y ait une absence de politique sociale solide pour résoudre la crise du logement et notamment donc l'inaction du gouvernement et de la ville de Montréal pour régler la crise du logement est ressorti beaucoup. Le fait qu'on va favoriser le financement privé de logements abordables plutôt que le financement public de logements sociaux.
et que le gouvernement facilite le développement de projets immobiliers privés. Et donc, il y avait cette personne qui disait, quand je disais tantôt, les entrepreneurs de condos, ça monte comme ça fait des petits, c'est à tous les coins de rue qu'on a des condos. Je trouve ça beaucoup désolant qu'on mette pas assez d'efforts pour ceux qui peuvent pas se permettre un loyer, disons, normal. Aujourd'hui, il n'y a plus de normalité dans les prix de loyer, ça se peut pas. Et donc, tout ce contexte urbain influence en fait les revendications et les motifs d'implication. Et on voit que, et je vais vous en parler, mais qu'en fait, elles émergent directement, elles découlent de ce contexte-là. Donc, ce qui a guidé l'implication des citoyens découle de ce contexte précédemment décrit. Donc, les trois premiers points, c'est ce qui était souhaité par les citoyens, ce qui a motivé leur implication. Donc, c'était le fait de euh, créer un écoquartier qui permette des logements à un prix accessible, dans lequel on pourrait éventuellement y vivre. Il y avait aussi cette personne qui disait: mon intérêt pour le projet Louvain vient de la possibilité que la gouvernance soit une fiducie d'utilité sociale. Parce que depuis longtemps, je suis consciente que c'est tout l'enjeu spéculatif sur les terrains qui fait que ça devient inabordable et qu'on est coincé et que les gens ne peuvent pas avoir accès à des logements de qualité à des prix auxquels ils peuvent souscrire. Donc, voilà, pour certains, enfin, pour la plupart, c'était l'idée que les logements soient à des prix, enfin, soit des logements sociaux, qu'on puisse faire de ce terrain une fiducie d'utilité sociale. Et aussi qu'on puisse façonner un écoquartier à échelle humaine, donc un écoquartier dans lequel euh, on puisse améliorer son milieu de vie, notamment on puisse mutualiser les services, créer une véritable vie de communauté, où il y aurait la possibilité aussi de prendre en compte des préoccupations environnementales, qui est une certaine basse densité quand même de population dans l'écoquartier. Et même parfois des revendications qui dépassaient l'écoquartier, c'est-à-dire avec l'augmentation des familles, on disait tantôt qu'il y aurait plus de 1000 logements, donc avec cette augmentation de familles qui arriveraient dans le quartier Annecy, qui est plus de transports en commun pour limiter les déplacements en automobile, plus de services aussi pour les enfants, de loisirs, et aussi, par exemple, l'organisme intervenant en milieu de HLM voulait qu'il y ait des emplois qui soient accessibles aux jeunes des HLM, la possibilité aussi de fréquenter cet écoquartier avant même, donc il y a une occupation transitoire des lieux avant même que l'écoquartier soit construit. Donc il y avait cette personne qui disait avoir un quartier, pardon, je vais voir un peu. Avoir un quartier qui est conçu pour le monde qui va se déplacer sans auto, proche des services, ben pour moi, ça va faciliter beaucoup les choses. Puis je connais bien ce milieu-là, un peu ce secteur-là, donc pour moi, ça va être comme un retour chez nous. Donc voilà, cette idée vraiment que ça devienne tout un milieu de vie dans le, qu'on puisse, qu'on pourrait s'approprier en fait. Et une autre des revendications qui a émergé dans certaines des entrevues, c'était de s'assurer que l'écoquartier soit ouvert aux personnes défavorisées. Donc, il y avait cette personne intervenante en milieu HLM qui disait, c'est-à-dire qu'on voulait que le projet semble beau sur papier, mais on voulait vraiment que ce soit pas un outil qui favorise la gentrification. Donc, on voulait vraiment que les résidentes des HLM puissent y prendre part pour qu'il y ait des initiatives qui soient collées sur leur réalité. Et donc, certaines personnes m'ont raconté cette vue défendre aussi, sûrement parce qu'elles-mêmes avaient vécu des parcours euh, plus précaires à certains moments de leur vie, qui voulaient que ce soit un quartier qui soit accessible aux personnes sur l'aide sociale, aux personnes plus défavorisées. Et donc, je me suis demandé, est-ce que pour l'instant, donc l'écoquartier n'est pas encore construit, mais est-ce que ce qui est proposé, les projets proposés permettent de répondre à ça? Est-ce que c'est un projet alternatif à Montréal par rapport à ce qu'on voit en ce moment? Et il y avait donc cette résidente qui disait, enfin cette citoyenne, pardon, qui disait, Louvain, ce sera un pied de nez dans le fond au grand capital, mais toujours en mode capitaliste. Ça ne changera pas, on ne fait pas la révolution, mais on met du sable dans l'engrenage en empêchant la spéculation foncière sur un territoire donné. Donc voilà, les projets qui sont proposés, même si aujourd'hui on ne peut pas statuer encore de est-ce que c'est exactement ça qui va être fait ou pas, mais c'est l'idée que ce soit donc une fiducie d'utilité sociale, et ça c'est en cours de négociation en ce moment avec la ville de Montréal. Euh,
l'idée, enfin, et la plupart des participants félicitaient le fait que le terrain n'ait pas été revendu à des promoteurs immobiliers. Et donc, que ce soit, enfin voilà, toutes les préoccupations écologiques et tout, elles étaient plutôt prises en compte dans les projets qui étaient proposés pour l'écoquartier. Et donc, ma seconde partie de résultats, c'est vraiment sur la participation citoyenne dans le dispositif de partenariat avec la ville et l'arrondissement. Et là, ce qui ressort, c'était un peu plus, comment dire, négatif. Enfin, on voit qu'il y a eu quand même une grande participation, notamment à l'Office de consultation publique de Montréal, à l'OCPM. Euh, mais les citoyens ont quand même décrit plusieurs barrières, plusieurs difficultés qu'ils avaient rencontrées en se présentant aux rencontres, notamment les horaires qui étaient peu flexibles, le fait que c'était difficile pour eux souvent de se présenter en journée. C'est des horaires qui correspondent plus aux, aux fonctionnaires, enfin aux employés de la ville de Montréal ou aux employés des organismes communautaires, mais qui ne leur correspondaient pas pour eux quand ils travaillent. Le fait aussi que c'était très exigeant de parcourir les dispositifs de partenariat, notamment par le langage qui est employé, que c'est un langage qui est très, on m'a nommé technocratique, bureaucratique. Euh, il y avait cette citoyenne qui disait, si je comprends pas, si c'est très complexe, je vais m'informer à mes compagnes. Est-ce que c'est correct là? Est-ce que je dis la bonne chose? Et c'est ça pas qui me fatigue, mais qui me manque de converser, enfin de comprendre ce qu'ils veulent dire par il faut déminer. Et là, elle me demandait, est-ce que je dis le bon mot? Et donc, voilà, on voit que ça a pu être une barrière, que ça a rendu plus difficile leur participation. Et donc, ça n'a pas forcément impliqué qu'ils ont arrêté de se présenter, mais ça a impliqué un travail vraiment exigeant pour continuer à participer. Euh, excusez, je vais accélérer un peu, mais euh, puis aussi, ce qui est ressorti, c'est l'absence des citoyens et des citoyennes des HLM dans la démarche. Donc, de ce que j'ai compris, se sont impliqués, il y a eu une implication de certains résidents au début, mais que après, il n'y a plus eu de participation des citoyens et citoyennes. Et là, il y avait une résidente qui me disait, comme les travaux qui vont commencer, on a eu ça sur les murs et tout ça, mais aucune autre information. On n'était jamais invité ou appelé pour participer comme avant. On ne sait même pas si on est encore dans la liste d'attente de consultation du citoyen. On est un peu dénigré, un peu. Elle parlait d'une liste d'attente sur laquelle les résidents ne seraient plus. J'ai pas pu vérifier cette information, mais par contre, on m'a mentionné à plusieurs reprises qu'en effet, il n'avait pas, il n'était pas présent en fait aux rencontres. Ça a été décrit par les explications qui ont été données par l'intervenante en milieu HLM. C'était bon, il expliquait ça par des raisons internes à l'organisme, mais par différentes raisons aussi plus structurelles. Et en fait, on voit un peu les inégalités qui étaient présentes dans l'espace urbain qui se rejouent dans ces dispositifs de partenariat-là, notamment par l'absence des citoyens des HLM. Puis après, j'ai voulu m'intéresser donc aux relations entre les différents acteurs, donc entre les citoyens et le comité de pilotage, où là, c'était ce qu'on me décrivait, c'était les citoyens ne sont pas élus. Fait que les citoyens du comité de pilotage sont pas élus. Fait que non, je me sens pas représentée. Puis ces citoyens-là sont pas venus vers moi pour me demander mon avis. Donc non. Est-ce que je suis contente qu'il y ait eu des citoyens sur le comité de pilotage? Bien sûr, parce que ça met de l'avant une perspective différente. Donc à la fois, il félicite le fait qu'il y avait des citoyens au sein du bureau de projet partagé, et à la fois, c'était des citoyens qui, il faut savoir qu'ils étaient sélectionnés par leur CV et qu'après, ils passaient des entrevues. Donc, c'était quand même des personnes qui avaient un certain capital culturel et social, ce qui a pu marquer une certaine barrière avec les autres citoyens. Euh, et surtout, la relation qui m'intéressait plus, c'était la relation entre les citoyens et les acteurs municipaux. Et là, c'est plus compliqué. Il y avait cette personne qui me disait qu'est-ce que c'est la nature de leur position en parlant donc des acteurs municipaux.
de leur support ou non au projet. C'est assez difficile de le dire. On a les échos par les gens du milieu communautaire, mais comme du côté de l'arrondissement, on n'a pas vraiment de lien de communication citoyenne. Je pourrais pas dire, encore moins du côté de la ville. Et là, ce qui ressortait, c'est vraiment une certaine méfiance, en fait, euh, de la présence de la ville et de l'arrondissement, notamment parce que par le passé, certains citoyens qui se sont impliqués dans d'autres démarches avaient eu l'impression que leur participation était instrumentalisée par les acteurs municipaux. Et aussi, la méfiance, elle découle du fait que le projet est très lent et il constate que euh, les projets des promoteurs immobiliers vont très vite, alors que le projet de l'écoquartier Louvain avance très très lentement. Et donc, voilà, ils associaient cette lenteur à la ville de Montréal, cette lenteur administrative, disons. Puis, le dernier point, sur lequel je me suis penchée, c'est quelle était la place des citoyens et citoyennes dans les prises de décision. Et là, bon, on m'a parlé de rencontres qui étaient très formatées, très encadrées, très prémâchées, c'est ça, donc qui ne laissaient pas toujours les citoyens délibérer. Le fait qu'il y avait un manque d'information aussi et de suivi, notamment au moment où j'ai interrogé les citoyens, c'était quand même une période de latence. Donc les citoyens attendaient, ne savaient vraiment pas où en était le projet pendant plusieurs mois, enfin voire plus d'une année. Et donc, que c'est ça, ils ne savaient pas vraiment où en était le projet et qu'il y avait aussi un manque de transparence. Ce manque de transparence, en fait, il a été décrit par une citoyenne qui disait qui était donc sur le comité de pilotage, qui disait le fait d'avoir été une composante de la table de quartier qui travaillait de façon conjointe dans un bureau de projet partagé avec des ressources de l'arrondissement et de la ville-centre, ça nous obligeait à une confidentialité sur les travaux qu'on faisait. D'où la difficulté quand on parle de participation citoyenne, qu'est-ce qu'on peut dire? Et donc c'est ça, ce que j'ai compris, c'est que le comité de pilotage, en travaillant avec la ville et l'arrondissement, était parfois tenu à une certaine confidentialité sur certains projets et donc, il y avait des rencontres qui étaient faites à huis clos, qui n'étaient pas toujours dévoilées aux citoyens. Et donc, déjà là, ça impacte la possibilité des citoyens de prendre des décisions. Et enfin, sur certains projets, notamment au niveau des logements et du financement des logements, les décisions étaient surtout prises par le bureau de projet partagé, donc le comité de pilotage de la ville, sans les citoyens et citoyennes. Donc, il y avait cette personne qui disait, tu vois, le choix des projets, parce qu'ils ont choisi des projets qui allaient être construits en premier, ça s'est fait entre le comité de pilotage puis la ville. Ils ont annoncé des résultats, mais on n'a jamais su. Il y avait quelques critères, ok, mais est-ce que c'était vraiment transparent? Donc, voilà. Je vais tout de suite passer à la conclusion parce que sinon, je vais avoir trop dépassé mon temps. Euh, mais c'est ça. Donc, on a vu que les préoccupations et les enjeux du quartier, elles dépassent la simple question de l'écoquartier Louvain. Euh, et donc, la possibilité de les porter dans ce dispositif de consultation. On voit qu'elle touche donc le quartier Annecy, la crise du logement, et ça touche donc vraiment plus le contexte général. Euh, Qu'il y a aussi des rapports de pouvoir, ça je dois encore l'analyser dans mon mémoire parce que je ne l'ai pas terminé, mais qui sont présents dans l'espace urbain et qui sont reproduits dans le dispositif de participation. Et je parlais de en reprenant le vocabulaire, enfin la théorie de Lefebvre, de cette tension entre l'habité et l'habitat. Donc la volonté pour les citoyens d'aller au-delà de juste la conception de logement où vivre, mais de créer tout un milieu de vie, un quartier, et de participer à cette création-là. Euh, on ne peut pas savoir encore s'ils peuvent se l'approprier parce que bon, l'écoquartier n'est pas encore là, mais il y a cette volonté des citoyens de éventuellement s'approprier l'écoquartier. Et entre l'habitat qui est plus la planification fonctionnelle de la ville pour répondre à des besoins précis, évalués. Donc voilà, cette tension qui se joue. Et enfin, je tenais à le dire, le retrait, l- cette mobilisation a permis quand même d'écarter ce que Lefebvre nomme la valeur d'échange, donc la marchandisation de l'espace, et le fait donc que le terrain ne soit pas tombé dans les mains des promoteurs privés.
et ne soit pas marchandisé, ce qui est bon, malheureusement assez rare à Montréal en ce moment. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette présentation très intéressante. Je voulais savoir s'il y avait des questions ou des commentaires. Bon, bah, André Campo, allons-y. Oui, merci. D'abord, fantastique, très, très intéressant votre matériel, je trouve, parce qu'il situe les personnes participantes, les citoyens, mais aussi vous cherchez à rendre compte du contexte, ce qui, je pense, est particulièrement important. Euh, Par contre, je me pose quelques questions. Vous utilisez des termes comme couche moyenne, citoyens plus ou moins défavorisés, résidents de HLM, mais vous semblez complètement éviter le concept de classe sociale. Et je me demandais si c'était un choix qui était définitif ou dans votre interprétation, vous allez peut-être entrer là-dedans. La même chose à l'autre niveau, vous privilégiez le concept de contexte urbain plutôt que d'utiliser des concepts comme structure d'accumulation capitaliste ou régime de quelque ordre, que ce soit par exemple un mode de gouvernement néolibéral. Alors, vous semblez faire des choix de concepts qui sont plus, je ne veux pas dire neutres, mais dans mon livre, à moi, quasiment négatifs plutôt que des concepts qui pourraient amener une réflexion sur les relations entre classes sociales ou rapports de pouvoir entre classes sociales. Oui, bah, merci pour votre commentaire. En fait, c'est ça, là, je présentais plus les résultats, en fait, qui sont pas encore tout à fait analysés. Dans mon analyse, en m'inspirant justement des théories de Lefebvre et et de Fraser, qui sont quand même, euh, comment dire, des philosophes marxistes, en fait, enfin, ou issus du marxisme. Je vais reprendre sûrement ces termes-là dans mon mémoire. C'est juste que là, c'est ça, je présentais plus les résultats, ils sont pas encore analysés de façon très approfondie. Mais justement, je me posais des questions par rapport à employer ces termes-là, mais de toutes les façons, les théories que j'utilise vont m'amener à les utiliser sûrement. Donc voilà. Merci. Merci, Karina. Euh, Merci beaucoup pour le compte rendu. J'ai pas de caméra, ma caméra fonctionne pas. Euh, c'est très bien ce que les conclusions que tu affiches empiriquement sur le terrain, ça correspond à ma perception de la réalité. Comme M. Campo dit, je pense qu'il ne faut pas faire l'économie du concept de classe sociale parce que c'est vraiment, vraiment présent dans les structures de pouvoir décisionnel qu'il y a. Parce que tu as parlé du langage qui était utilisé dans les réunions, dans tout ça. Il y a le langage, il y a la capacité, la vitesse des réunions, la capacité de bien comprendre. Au comité de logement, quand il y a une coopérative qu'on a voulu mettre sur pied avec des membres de la coopérative qui pouvaient tout simplement pas assister aux rencontres parce qu'ils étaient faites le jour et celles qui pouvaient assister le jour, ben, le langage était trop sophistiqué pour ces personnes-là, puis ces personnes-là, ben, elles sont dans une classe sociale inférieure ou sont à faible ou très, très faible revenu. Fait qu'il y a des rapports hiérarchiques de classe qui sont pas. Je pense pas que c'est voulu d'exclure ces personnes-là. Il y a une volonté de les exclure, mais il y a la rapidité, même si ça prend du temps de développer ce projet-là, la rapidité ou le langage ou la vitesse à laquelle des fois faut prendre des décisions font en sorte que les citoyens ne sont pas capables de suivre.
il y a un autre contexte aussi que je ne sais pas si tu vas aborder dans ton mémoire, c'est que il y a beaucoup de travail qui s'est fait pendant la pandémie. Mm. Le comité de pilotage a quand même fait un effort assez important pour être transparent puis consulter les citoyens pendant la pandémie. Mais les rencontres se sont faites beaucoup sur Zoom ou des moyens technologiques, ce qui fait en sorte que c'est un facteur qui excluait quand même peut-être des gens à HLM ou des citoyens à plus faible revenu qui n'avaient pas. Fait qu'il y a il y a le contexte pandémique aussi qui rentre là-dedans, où quand même le comité de pilotage a travaillé très, très fort. Finalement, je suis contente dans le résultat de ton étude que tu nommes l'entente de confidentialité qui a été signée entre les citoyens du comité de pilotage puis la ville de Montréal. Je pense que c'est la principale critique qu'on peut faire parce que c'est une pierre d'achoppement à la participation citoyenne qui était importante. Je ne sais pas si c'est ça qui a permis que la ville a accepté de travailler comme ça pour faire l'éco-quartier. C'est un pari qui a été fait, puis c'était peut-être bien. Tu sais, c'est peut-être pour ça qu'on a obtenu la fiducie d'utilité sociale, parce que ça, c'est un gain. Mais d'un autre côté, si tu n'étais pas proche, tu n'étais pas dans le comité de pilotage ou sur le CA de Solidarité Antique, tu n'avais pas accès à ce qui se passait dans les prises de décision. Même au sein de la table de quartier, je veux dire, on avait des rapports, puis il y avait le souci des gens d'être transparents, mais c'était pas une super, super transparente. Fait que je pense pas que on ne peut pas prêter des intentions aux citoyens qui ont été impliqués dans le comité de pilotage. Mais je ne crois pas, parce qu'ils ont fait quand même de l'excellent travail, mais ils étaient liés avec cette entente de confidentialité-là. Il y a l'entente et évidemment le contexte pandémique. Mais c'est un excellent travail que vous avez réalisé. Bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour vos commentaires aussi. Ghislaine? Bonjour. Merci Charlotte pour la présentation et pour le résultat finalement de l'enquête. Je partage un grand nombre des commentaires qui ont été faits, je veux dire, pour avoir été une des artisanes qui a travaillé au comité de pilotage du projet Louvain. Et peut-être pour expliquer pour ceux qui ne seraient pas au courant, mais le fait qu'il y ait eu un bureau de projet partagé était une première au niveau de la Ville de Montréal et c'est ce qui a permis d'avoir accès aux ressources arrondissement et principalement ceux de la ville-centre. Parce que, je veux dire, les essais qui avaient été faits pour mettre sur pied ce projet-là, que ce soit en 2009, 2012, 2016, la communauté, je veux dire, voulait faire du logement, mais on n'avait pas réussi et c'est le moyen imparfait, un bureau de projet partagé. Et la question de la confidentialité, je pense qu'elle s'explique dans le fait où on nous permettait de comprendre quels étaient les mécanismes internes de fonctionnement d'un service de la ville avec des documents internes qu'ils avaient, mais la contrepartie, c'est que nous, on ne pouvait pas les publier. Ce qui fait qu'on a développé notre propre expertise citoyenne et c'est celle-là qu'on a partagée aux citoyens. Et c'est ça, cet écart-là. Et je pense que ça fait partie des difficultés qui existent et malheureusement, je veux dire, c'était les contraintes dans lesquelles on a accepté de fonctionner pour faire que le projet se réalise. L'autre chose, c'est que c'est le temps. Le temps est tellement long que c'est incroyable d'avoir mis autant de temps pour arriver parce que moi, j'ai travaillé de 2018 à 2023 et même encore, je veux dire, le projet de fiducie, il est proposé, mais il n'est pas encore en mode action et de le mettre en place
où le volet citoyen pourra plus s'exprimer de façon concrète, là. Merci. Est-ce que tu voulais répondre, Charlotte, ou on prend la question de Martin? Non, non, mais je suis vraiment contente que vous participiez, que vous ajoutiez des informations. Merci beaucoup. Oui, Martin Lalonde d'Execo. En fait, je trouvais ça intéressant, la question de confidentialité. Moi, j'avais été invité à participer, entre autres, à l'atelier Namur Hippodrome. Et il y a un sous-comité du galop qui a été créé, où il y avait effectivement aussi la question, ben, en fait, une entente de confidentialité qui était signée. Puis c'est un enjeu qui est revenu souvent parce que, un, c'est pas clair qu'est-ce qui est confidentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tu sais, on comprend que par exemple, les auteurs des immeubles prévus ou les montants qui vont être demandés au gouvernement, qui peut que c'est normal que ça soit confidentiel, mais par exemple, on nous consultait sur, il y a une partie des logements, que ce serait le logement social et communautaire. Pour l'autre partie des logements, ça serait quoi la cible des loyers qui serait visée? Euh, et dans le fond, on ne pouvait pas consulter nos membres, que ce soit nous en tant qu'organisme qui regroupe des personnes qui ont des déficience motrices, mais la CDC aussi, dans le fond, c'est un regroupement d'organismes communautaires du quartier. Donc, est-ce qu'on peut se prononcer sur une question sans consulter les membres des regroupements ou des organismes? Pour nous, c'était un très, très gros malaise. Et je pense qu'il faut vraiment avoir la réflexion aussi pour s'il y a d'autres projets dans l'avenir qui seraient faits sur ce modèle-là. Et bon, ça s'en vient beaucoup avec les quartiers inclusifs et résilients. Donc, comment on peut intégrer la communauté et peut-être mieux définir aussi qu'est-ce que, dans le fond, ce qui est confidentiel, ça devrait vraiment être ce qui est absolument nécessaire que ce soit confidentiel pour ne pas avantager un promoteur immobilier plus qu'un autre, par exemple, mais de vraiment peut-être plus clarifier qu'est-ce qui peut être partagé, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est toujours pas clair à l'heure actuelle. Merci, Martin. Il y a André et Karina qui avaient tous les deux la main levée. Karina, je ne sais pas si c'est parce que tu n'as pas rebaissé ta main ou si tu voulais réintervenir. Non, non, je ne veux plus intervenir. Ok, ben André, on va prendre une dernière intervention, donc allez-y. Votre micro est coupé. Sur cette question de confidentialité, j'aimerais ça reprendre un petit peu le sens de l'intervention de Karina. Si on fait un parallèle qui est peut-être hasardeux, là, avec la façon dont le gouvernement cherche à museler le collectif Antigone ces jours-ci, en empêchant les activistes de communiquer avec la presse, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir là, sur le plan du fonctionnement de l'espace public. Le concept d'espace public d'Habermas ou de Nancy Fraser est certainement plus ouvert que ça et exigerait justement que les rapports entre fonctionnaires et citoyens soient ouverts. Alors, il y a peut-être quelque chose à réfléchir de ce côté-là. C'est tout. Merci. Oui, bah Louis, tu vas pouvoir clôturer cette session de commentaires et paroles. On t'écoute. Oui, ben, bonjour, merci Charlotte. C'est une très belle présentation dont j'avais déjà eu un avant-goût il n'y a pas si longtemps. Mais oui, en fait, j'avais une question, en fait, parce que on a entendu récemment que la Société de développement Angus avait reçu le mandat de développer rapidement un certain nombre de logements sur le site de l'écoquartier Louvain. Et puis là, pour moi, c'était pas clair, là, en fait, à quel point ça s'insérait dans tout le travail qui avait été fait au cours des dernières années par le bureau de projet, ou c'était vraiment quelque chose qui était parachuté tout d'un coup. En fait, c'est ça, là, comment ça vient s'insérer dans cette démarche-là dont Ghislaine parlait, qui a pris plusieurs années. Euh,
C'est ça, c'est assez récent, fait que je sais pas tout, je suis pas certaine de, d'avoir tout compris par rapport à ça. Mais de ce que je comprends, c'est que pour permettre que la ville cède le premier lot à la fiducie, ou en tout cas à la Société de développement écoquartier Louvain qui a été formée récemment et qui a pris le relais du comité de pilotage. euh, comment dire, pour des raisons que la ville nomme être financières, ils préfèrent que ce soit la Société de développement Angus qui développe, c'est ça ta question portait là-dessus, hein? Ouais. Qui développe le premier lot parce que ça assure finalement euh, je perds un peu mes mots là, mais ça assure, c'est ça, le développement du reste du site et ça, comment dire, ça rassurait la ville apparemment que ce soit la Société de développement Angus qui développe. De ce que j'ai compris, avant ça, la Société de développement Angus n'était pas du tout présente. Euh, Enfin, c'est assez récent finalement et il y a des acteurs qu'on a interrogés qui étaient vraiment étonnés que ce soit eux qui développent le premier lot. D'ailleurs, ce sera du logement abordable parce que c'est pas du tout un acteur du quartier et c'est ça, ils s'inscrivent pas dans le quartier, fait que et qu'il y a plein d'autres euh, développeurs communautaires qui attendaient en fait de développer du logement social. Mais peut-être que ouais, Ghislaine, vous pourrez compléter mieux que moi ça. Oui, Ghislaine et Karina, rapidement, si vous voulez rebondir là-dessus avant qu'on conclue. Oui, peut-être dire que c'est la fiducie Angus qui a été en contact avec le comité de pilotage Louvain et ils nous ont appuyés dans la démarche pour être capable de voir comment on pourrait mettre en place la fiducie. Et la collaboration qui a été faite, c'était de dire, et si vous voulez développer du logement abordable, nous, on pourrait le faire. Et ce qui avait été convenu, je veux dire, c'est qu'il y avait des lots qui devaient être développés. Le problème qui est arrivé, c'est qu'il y a eu du financement indirect qui a été rendu disponible, je veux dire, pour les projets de logements sociaux et abordables, que ce soit, je veux dire, à Desjardins ou au Fonds d'action CSN ou au Fonds d'action FTQ. Mais il n'y avait pas d'argent pour développer. On a réussi à avoir 2 ententes, mais le projet avançait pas assez vite. Et pour être capable de pousser, je veux dire, Angus a été en appui. Maintenant, il n'y a pas de projet des promoteurs du quartier qui ont été non réalisés en lien avec le projet qui va se développer par Angus. Mais effectivement, la politique gouvernementale fait que c'est eux qui décident du type de financement et ils ont fait de Angus, comme ils ont fait de Utile, des promoteurs privilégiés et la même chose pour le groupe Maurice et pour d'autres. Donc, je veux dire, c'est les contraintes dans lesquelles, je veux dire, les organismes qui vont vouloir se développer vont devoir malheureusement être contraints présentement. Karina, si vous voulez Oui, rebondir rapidement. je vais renchérir là-dessus. C'est pas, c'est une décision qui a été prise par la Société de développement Louvain avec la ville. C'est pas quelque chose qui a été comme ramené au comité habitation de la table de quartier. Tu sais, ça a été négocié entre ces acteurs-là. C'est sûr que parmi les... Il faut penser que quand on a travaillé au développement du terrain Louvain, il y avait le programme Axiologie qui existait pour, pour développer. Là, en ce moment, ben, il y a la conjoncture actuelle qui fait en sorte qu'il n'y a pas tant de sources financières que ça pour essayer de développer. Donc, Angus est allé chercher directement du ministre de l'Habitation des fonds avec un programme qui s'appelle le programme d'habitation abordable de Québec, des fonds pour développer ces unités-là. Mais c'est pas... C'est les contraintes de financement, j'imagine, qui ont poussé à développer ces unités-là. Ceci étant dit, dans les premières phases de développement de Louvain, là, la Société de développement Louvain essaie quand même de développer des projets qui émergent des volontés citoyennes. Il y a 2 projets de coopératives sur le terrain
qui ont fait des demandes de financement au gouvernement fédéral pour développer leur coopérative, puis qui se battent pour arrimer différentes sources de financement pour développer du logement qui va être social ou en tout cas du logement subventionné ou du logement en bas du prix du marché. Donc, il y a des demandes qui sont faites, puis la Ville de Montréal nous réserve des terrains sur le terrain Louvain, en tout cas pour 2 projets de coopérative d'habitation. Mais en même temps, ben, il y a ce projet-là, un peu d'Angus, qui est venu qui est arrivé un peu de nulle part du point de vue du comité de logement sur ce terrain-là. Donc, là, un des enjeux majeurs, c'est que c'est bien beau qu'on ait une fiducie d'utilité sociale, mais s'il n'y a pas de programme de développement de logements sociaux et communautaires, ben, ça va être long pour développer ce terrain-là. Fait qu'on sorte à ça. Voilà. Merci beaucoup. Ben, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Charlotte. C'était très intéressant et bon courage pour finir de rédiger et déposer cette maîtrise. On se retrouve en novembre avec une présentation de Renaud Goyer. Et ben, on vous souhaite une bonne fin de journée d'ici là.